c'est Caroline à la librairie Le Fayère à Rennes. Marilène Patou-Matisse pose un regard, loin des préjugés, sur l'évolution mais aussi le traitement des femmes dans l'histoire. Marilène Patou-Matisse est préhistorienne et la librairie Le Fayère aime ses essais accessibles, les essais qui nous questionnent tous. Guillaume Allary a fondé sa maison d'édition en 2014 sous le signe d'une production exigeante et sélective. C'est ce qui nous plaît chez Le Fayère. Aujourd'hui, ce qui se lit avec Marilène Patou-Matisse et Guillaume Allary. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes réalisé par Arnaud Vasmer. Des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur ou une autrice ainsi que la personne qui l'édite aujourd'hui avec la question de la visibilité, voire de l'invisibilité des femmes dans l'histoire la plus ancienne. Cela en votre compagnie, Marilène Patou-Matisse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes préhistorienne, directrice de recherche au CNRS et après plusieurs livres sur ces temps anciens, voire très anciens, vous avez publié L'homme préhistorique est aussi une femme, une histoire de l'invisibilité des femmes qui est publiée aux éditions Allary. Votre éditeur Guillaume Allary nous rejoindra dans la seconde partie. C'est un livre dans lequel vous retracez donc l'histoire de cette invisibilité des femmes. Et en choisissant le temps long, vous interrogez la question du patriarcat. Est-elle ou non originelle? Est-il ou non originel ce patriarcat? Mais ce que vous racontez aussi, c'est certes la préhistoire, mais surtout l'époque durant laquelle on les a étudiés. Puisque curieusement, l'un des siècles les plus présents n'est pas moins et quelques avant notre ère, mais c'est le 19e siècle, puisque c'est le siècle de la préhistoire, en tout cas celui qui a formé votre discipline. Comment est né ce livre, Marilène Patou-Matisse? Alors, donc, ça a été quand même un travail de longue haleine, puisque ça m'a pris 3 ans quand même pour l'écrire, parce que j'abordais là des sujets que je ne connaissais pas. J'ai dû lire beaucoup par exemple sur le genre, etc. Donc, parce que moi, je suis préhistorienne, comme vous le disiez, spécialiste en plus des comportements néandertals et des premiers hommes modernes. Et donc, ça m'est venu parce que j'avais écrit un précédent livre qui s'appelait Le sauvage et le préhistorique miroir de l'homme occidental. Donc j'avais déjà travaillé sur ce 19e siècle. Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'on avait déjà la rencontre entre ces notions d'infériorité, basées bien sûr à cette époque-là, au 19e, sur les races, c'est ce qu'on appelle le racialisme. C'est-à-dire qu'on faisait à l'époque, les anthropologues faisaient beaucoup de mesures. Et ces mesures étaient justement comparées aux mesures réalisées sur les singes. Plus, par exemple, votre prognatisme, la partie avancée de votre visage était prononcée, plus vous étiez inférieur. Et là, qu'est-ce que j'ai constaté? Que parmi toutes les catégorisations qui ont été faites, toutes les catégories, on retrouvait plus inférieur que l'homme, c'était la femme. Par exemple, dans celle des inférieurs, chez les Hottentots, aborigènes d'Australie, par exemple, l'homme était supérieur à la femme. Et que dans beaucoup de textes, on avait toujours les femmes associées à l'infériorité. Donc ça m'avait beaucoup, beaucoup frappé en me disant, ça m'avait fait réfléchir en me disant, mais en fin de compte, c'est vrai que même moi, dans mon enseignement, etc., on dit toujours l'homme préhistorique. Et on me dit, oui, mais il y a un grand H. Oui, mais enfin, quand je dis l'homme préhistorique, j'entends pas, moi, le grand H. Ça veut dire que c'est les humains. Non, c'est pas vrai, parce que quand on voit comment a été compris, notamment passé dans le populaire, par les documentaires, etc., on s'aperçoit qu'on parle des hommes. Oui, parce qu'on a cette image d'une partie de la préhistoire qui est constituée de chasseurs-cueilleurs. Et la chasse, c'est le domaine de l'homme. Bien sûr, la chasse, la guerre, la fabrication des outils. Et donc là, ce 19e siècle, c'est là où naît la préhistoire. En tant que discipline. Il y a déjà des fouilles au début du 19e, fin 18e, début 19e. Ça prend vraiment encore vers 1860, 1850, 1860. C'est vraiment dans cette période-là. Et donc là, c'est fait par qui? D'abord, c'est en Europe. Faut se rappeler que la préhistoire, les premiers grands sites, etc., toutes les civilisations de la préhistoire, il y a beaucoup de noms de sites français. Voilà, donc la Madeleine, Magdalénien, par exemple. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que, évidemment, à cette époque-là, qui fait la préhistoire? C'est déjà une science d'amateur, au départ, les médecins, les curés, les instituteurs. Donc tous des hommes. Et donc, c'est en France, donc en Belgique et en Angleterre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont forcément calquer
leur mode de vie à eux, leur structure sociale où la femme est considérée à l'époque comme mineure. Hein. Je vous rappelle qu'elle est dépendante de son père, puis de son mari s'il meurt, de son fils. Donc c'est une période quand même très difficile pour les femmes, c'est le patriarcat. Donc ils vont penser que dans la période préhistorique, c'était la même chose. C'est ça qui est curieux, parce qu'effectivement, vous racontez ça très présent, très fortement présent au 19e siècle, mais il faut attendre les années 1970, 1980 pour qu'on remette vraiment en cause, ou en tout cas qu'on apporte d'autres lectures sur ces temps anciens. Oui, et encore, on n'est pas tellement sorti de certains présupposés, voire préjugés et stéréotypes sur les femmes préhistoriques. Parce que c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que déjà les premiers archéologues, ça va être après la Première Guerre mondiale, mais vraiment archéologues, plutôt dans des périodes antiques, l'Égypte, etc. Et il va falloir attendre les préhistoriennes vraiment en tant que professionnelles, si j'ose dire, les années 50. Et encore, on va rester, il n'y aura pas beaucoup de bouleversements. Et il va falloir attendre un peu après un célèbre colloque qui s'appelait Manhunter, donc, où l'homme était au centre de l'évolution humaine, de l'humanisation. Et pour que les anthropologues américaines se rebellent dans les années 70-80 et qu'elles proposent un contre-modèle pour dire qu'en fin de compte, dès la préhistoire ancienne, la femme était importante, notamment par rapport à la cueillette, aux enfants, etc. Donc, vous voyez, ça bouge, mais ça bouge surtout aux États-Unis, surtout dans le monde anglo-saxon. C'est là qu'on va commencer à parler du genre. Il y aura le sexe, il y aura le genre, où le genre est un peu plus, est perçu comme culturel, c'est-à-dire que construction sociale. Voilà, alors que le sexe est plus biologique. Et donc, ça remue beaucoup, mais on reste quand même sur quelque chose de très archétypal, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'on va avoir à cette période-là une nouvelle façon de percevoir ces sociétés. On va les regarder du côté des peuples chasseurs, cueilleurs qui restaient. On va les regarder les données ethnographiques. Et là, évidemment, on voit que dans beaucoup de ces sociétés, il y a une division sexuée du travail, où il y a en fin de compte des activités masculines et des activités féminines. Et donc, beaucoup des préhistoriens et des collègues vont s'appuyer sur ces données, on va dire. Et là, c'est là où, pour moi, ça pose problème. Ça pose problème parce que, si vous voulez, c'est considérer que ces peuples n'ont pas évolué pendant 10 000 ans. Ça me gêne. Ça me gêne parce que c'est pas parce que vous avez des phénomènes de convergence par rapport à la taille des outils, par rapport à des stratégies de chasse, etc., que toute la structure sociale, toute la cosmogonie, tout le rapport à la nature, à la vision et tout, étaient les mêmes chez les humains préhistoriques. Moi, je pense qu'il faut faire attention à ce problème de perspective en plus. Beaucoup des données ethnographiques sur lesquelles s'appuient ces recherches sont quand même, beaucoup d'entre elles, en tout cas, assez anciennes. Et là aussi, qui regarde qui? C'est les Occidentaux qui regardent ces sociétés-là. Donc, il y a un problème. Et honnêtement, il faut attendre Hélène et Pierre Clastres pour qu'on dise, mais attention, ces humains, ils ont une histoire. Et bien sûr, les Lévi-Strauss, c'est histoire. Ils ont une histoire, donc ils ne sont pas des préhistoriques fossiles. Ouais. Il y a eu le patriarcat, voilà. Mais le patriarcat est venu s'installer sur peut-être autre chose. Bien sûr, et surtout qu'on n'est pas, autant si vous voulez, on peut constater vraiment une espèce de division sexuée basée sur des tâches basées sur vraiment une différence entre hommes et femmes. Mais en fait, quand le patriarcat, au sens nous on l'entend, c'est-à-dire que nous il est rentré dans la loi. Il est rentré dans la loi. Donc, si vous voulez, là, on n'a pas forcément dans ces sociétés justement ça. C'est-à-dire que ça, c'est une interprétation que j'appelle occidentale. Il y a une erreur de perspective. C'est-à-dire que l'analyse faite par les ethnologues, enfin, pas tous, mais certains, voire la plupart pour les périodes anciennes, enfin, du début du XXe siècle, c'est quand même un regard, là aussi, voilà, où ils vont calquer, ils voient quelque chose, ils vont penser que c'est ça. Mais non, c'est-à-dire qu'il faut un certain recul, regarder la notion de nature et culture par Descola. Il a bien montré que dans beaucoup de sociétés, ça ne l'est pas. Alors, vouloir dire qu'en préhistoire, dès les périodes du paléolithique, c'est-à-dire, supposons, dès 400 000 ans, 500 000 ans, de dire qu'à cette époque-là, il y avait déjà des sociétés basées sur une différence de genre, de sexe, mais comment peut-on, ce terme est très moderne,
Donc appliquer ça pour ces périodes anciennes, pour moi, ça me soucie. Alors Marilène Patoux-Matis, dans cette série de podcasts pour la librairie Le Fayard, on s'intéresse, que l'on vient de faire, à votre livre, mais on s'intéresse aussi aux relations entre l'auteur et l'éditeur. Ici, donc, vous êtes publié chez Guillaume Allary, c'est le deuxième livre que vous lui proposez, après un livre sur votre spécialité qui est donc Néandertal. Pourquoi avez-vous souhaité lui adresser à nouveau un texte? C'est un peu gênant parce que je vais faire des compliments. Il n'entend pas pour l'instant. Non, parce que honnêtement, je trouve que c'était extraordinaire. J'ai fait un livre difficile, puisque j'ai fait un dictionnaire. Voyez, et un dictionnaire, c'est difficile. En plus, quand c'est un dictionnaire qui est basé sur les Néandertaliens, c'est difficile parce que il faut vraiment vouloir s'intéresser à ces humains-là en particulier. Donc, si vous voulez, le nombre de lecteurs n'est pas forcément très grand par rapport à des romans, par rapport à autre. Donc, et j'ai trouvé ça extraordinaire qu'il accepte de le publier. Et donc vraiment pour moi c'était quelque chose qui m'a profondément touchée et c'est vrai que j'avais plein de projets dans ma tête, j'en ai encore, et c'est vrai que pour moi il n'y avait pas ça allait de soi. Pourtant, j'ai publié chez d'autres auteurs. J'étais chez Perrin. Alors, chez Perrin, justement, là, c'est... Un spécialiste de l'histoire. Voilà, et Perrin, maintenant, c'est différent parce que c'est rattaché à Plomb, mais à l'époque, c'était vraiment que Perrin, que l'histoire. Et j'avais fait un livre sur Néandertal. Voilà, j'ai un grand amour pour lui depuis 2006, qui s'appelait Néandertal, une autre humanité. Et là aussi, je peux vous dire que ça a secoué, parce que là, de penser que c'était un humain, vraiment, ça fait beaucoup de schtroumpfs aussi. Et puis maintenant, tout le monde adore Néandertal. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, si vous voulez, j'avais publié. Et là, pour moi, ça allait de soi parce que il y avait eu ça, et aussi la compréhension de ce que je peux être, de ce que je peux faire et pas faire pour faire plaisir à l'éditeur. Jusqu'où je peux aller dans les concessions et tout. Et ça m'a... voilà, je pense, si vous voulez, qu'il n'y avait pas de... J'ai même pas réfléchi. Dans le sens c'est une évidence. C'était... Voilà, exactement. C'était une évidence. Et surtout, je sais que c'est un sujet difficile. Vous savez, j'en ai fait un autre qui était sur la violence. C'est un sujet très difficile. Et là, autant sur la violence, ça a été un peu difficile, justement, pas beaucoup de soutien. Autant là, il y a eu un vrai soutien, parce que c'est un sujet quand même qui peut secouer. Et donc là, je sentais que j'avais une équipe. Parce qu'il y a, bien sûr, il y a Guillaume Allary, qui est la cheville ouvrière, mais il y a toute l'équipe. Et notamment mon éditrice, Malcy, qui était mon attachée de presse. Bref, il y avait une famille. Alors ça fait un peu cucu, peut-être la praline de dire une famille, mais je le dis comme je le ressens, parce que quand on porte des sujets pas faciles, où on sait qu'on va en prendre un peu là quand même sur la tête, vous voyez, je sais que ce qui nous tue pas nous rend plus forts, mais enfin bon, d'avoir ce soutien, non, très sérieusement, pour moi c'est ça, c'est une équipe, un soutien. Et puis aussi d'améliorer, parce que vous savez, les scientifiques, on a tendance à vouloir trop mettre de choses. Justement, c'est ma question, comment est-ce que vous avez travaillé ce texte? Parce que la connaissance sur un sujet comme celui-ci, c'est vous qui l'avez, c'est pas l'éditeur. Un éditeur n'interviendra peut-être pas de la même manière, c'est un livre de fiction ou un livre comme le vôtre qui renvoie à des références très très précises. Quel fut son rôle là-dedans? Alors, moi, ce qui était très intéressant pour moi et très important, c'est justement d'enlever ce côté universitaire, quelque part, toujours, de vouloir démontrer, redémontrer, etc. Surtout sur des sujets où on a de tout, c'est-à-dire qu'il y a des controverses. Donc, c'était lourd. C'est pour ça que là, j'avais besoin d'un regard candide. Parce que c'est important dans le sens où, si ils ne comprennent pas, mes éditeurs, Guillaume, Malcy, ne comprennent pas, alors c'est foutu. Parce que, je veux dire, à ce moment-là, le lecteur qui n'est pas dans la préhistoire va être perdu. Donc, pour moi, ça a été fondamental. Et je pense que si je devais refaire un dictionnaire, je ne le ferais pas de la même façon. Là, j'ai fait un dictionnaire qui était, je pense, apportait énormément de données, très utiles. Mais pour le public, je le ferais peut-être différemment, peut-être un peu plus sur le terme un peu amoureux. Mais c'est subjectif. Voilà, dictionnaire amoureux. Mais ce que je veux te dire, c'est que là, c'est important pour un auteur comme moi. Moi, je suis pas une écrivaine, je suis
une essayiste. Voilà, moi et donc j'ai des soucis parfois pour de faire passer parce que on a toujours ce truc qui nous vient à la tête de démontrer. Et en plus, je pense que là, ce qui a été formidable aussi avec cet éditeur, c'est que j'ai pu faire à deux niveaux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'ai énormément mis de choses en note. Ouais, ça, j'allais dire, parce que Voilà. vous avez parlé effectivement de la question du Voilà. regard candide. C'est Voilà. la question en fait de la lisibilité pour le lecteur néophyte. Il y a quelques notes de bas de page. Quelques notes. En revanche, il y a 100 pages à la fin Voilà. de référence. De Exactement. Voilà, où je développe, c'est-à-dire que je remets même des données, je remets même des phrases. Parce que, donc, si vous voulez, ces notes, pour moi, ça permettait à une double lecture. Et c'était très important dans le texte au départ de pouvoir faire passer le maximum de choses avec que ce soit le plus facile pour le lecteur sans tomber bien sûr dans la caricature des choses et que les personnes qui veulent aller plus loin, comme vous le dites, il y en a beaucoup. Et ça, c'est aussi merci à l'éditeur. Quels sont les éditeurs? Il n'y en a pas énormément qui acceptent de mettre autant de pages de notes, de biblio. Ça fait 2 tiers de texte Bien et 1 sûr, tiers de notes au bien total sûr. du livre. Voilà, parce que je souhaite que les lecteurs qui veulent aller plus loin et tout puissent aller puiser dans cette bibliographie énorme, c'est vrai, j'en conviens, et tout. Et c'est pour ça que, si vous voulez, pour moi, c'était important de montrer que là, par moment, peut-être, je fais un petit raccourci, etc. Mais baf, il faut aller voir les notes. C'est-à-dire que là, allez chercher, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, allez regarder les textes, allez plus loin. Vous voyez, et ça, c'est important. C'est important parce que voilà, le lecteur est libre aussi de lire quelque chose. Il n'y a pas des notes chaque fois voilà, parce que ça, j'ai vu, ça rompt la lecture. Je vous dis, le dictionnaire, si je devais le refaire, je le refais un peu différemment pour qu'il y ait plus de lecteurs, pour que ça soit plus accessible aux lecteurs. Mais bon, parce que là, ça m'a beaucoup appris. Et puis une dernière question, Marilène Patou-Mathis, donc c'est le 2e livre après ce dictionnaire que vous publiez aux éditions Larry. Est-ce que vous l'avez publié, alors pour les raisons que vous avez dit, mais aussi parce que vous sentez finalement avoir une cohérence avec les autres textes qui peuvent être publiés, qui n'ont rien à voir avec les vôtres? Il y a des documents, il y a de la fiction, il y a de la bande dessinée, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même une cohérence dans tout cela, que vous retrouvez aussi dans ce qui est publié ailleurs aux éditions Larry? Ah oui, là, déjà forcément, je vais me tourner vers l'auteur Mathieu Ricard, évidemment, parce que nous nous retrouvons. Moi, je suis dans ma spécialité, c'est la préhistoire, c'est un vaste domaine, et à l'intérieur, on a chacun des spécialités. Et moi, ma spécialité, c'est les relations homme-animal, c'est-à-dire que je suis spécialisée pour la chasse, la subsistance, l'utilisation de l'animal, etc. Alors, évidemment que là, je me retrouve. En plus, j'avais fait un livre qui s'appelait Mangeurs de viande, à travers l'histoire, donc commencer à les préhistoires, évidemment. Donc, cette relation m'intéresse beaucoup, et je me retrouve dans les écrits de Mathieu. Bon, j'aime beaucoup Riyad Satouf aussi, vous voyez. Ce que j'aime beaucoup aux éditions Larry, c'est aussi que c'est éclectique. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que vous avez des livres de tous horizons sur la philosophie, sur voilà, évidemment, même les philosophes, on va dire des philosophies, parce qu'il n'y a pas les mêmes philosophies. Donc c'est pour moi comment dire, un ensemble cohérent dans le sens où je sens. Alors là, peut-être je m'avance parce que certains auteurs, mais j'ai l'impression que moi en tout cas, je perçois cette maison d'édition comme une famille. Les auteurs qui sont dedans appartiennent à cette famille. Donc, si vous voulez, je pense que voilà, ça crée sûrement ce lien, parce que le choix d'un éditeur aussi de prendre un auteur, je pense que c'est aussi en cohérence avec sa pensée. Je pense que c'est aussi en cohérence avec sa façon de voir le monde, avec la façon de voir la relation entre un auteur et puis son éditeur. Donc tout ça crée quelque chose. Et donc les auteurs qui ont accepté d'être avec Guillaume Allary dans sa maison d'édition aussi, voilà, sont dans cette mouvance quelque part. Alors peut-être il y en a certains, ils ont fait un livre, peut-être ils partent, mais en tout cas ceux qui restent, voilà, parce que c'est quelque chose où voilà, on se sent bien. On se sent soutenu et on se sent bien pour aller plus loin. Pour moi, je me suis améliorée. Voilà, je me suis améliorée dans l'écriture, dans la pensée plus
voilà, comment dire, plus facile d'accès parce que des fois les scientifiques, c'est vrai qu'on est un peu pénible. Voilà, donc je pense que c'est un tout. Et voilà, donc c'est aux éditions Alary que l'on retrouve votre livre L'homme préhistorique est aussi une femme. On va entendre dans un instant donc Guillaume Alary, Marilène Patoux-Matis. Merci beaucoup. Merci à vous. Marilène Patoux-Matis nous parler de son livre L'homme préhistorique est aussi une femme et de la manière dont elle a travaillé avec son éditeur. C'est le directeur de la maison d'édition Alary qui nous rejoint. Guillaume Alary, bonjour. Bonjour. Maison d'édition fondée en 2014. Elle nous a raconté ce livre-ci et puis le précédent, parce que chez vous, elle avait publié un dictionnaire du Néandertal. Elle nous a raconté, Marilène Patoux-Matis, aussi la question de la lisibilité, le regard candide. C'est le terme qu'elle a utilisé, que vous avez eu sur le texte pour le rendre lisible à tout le monde, d'où le fait qu'il y ait quelques notes simplement en bas de page, mais beaucoup à la fin. J'aimerais entendre, alors c'est pas vous qui êtes l'éditeur exactement de Marilène Patoux-Matis, mais j'aimerais quand même avoir votre point de vue justement sur la manière dont votre maison d'édition a travaillé avec elle. C'est-à-dire que la particularité, contrairement à Riyad Sattouf, contrairement à des fictions, c'est que la connaissance, c'est elle qui a la connaissance historique. Comment est-ce que vous, en tant qu'éditeur, vous avez travaillé pour rendre accessible cette connaissance historique, mais aussi interroger cette connaissance? Le cas de Marilène Patoux-Matis est emblématique de la production de la maison. C'est-à-dire que nous publions très peu, une douzaine de titres par an, des auteurs qui ont un univers, qui ont un savoir, qui écrivent des livres de fond, c'est-à-dire des livres qui restent, mais, et c'est ça l'importance et la marque de la maison, mais qui sont lisibles par tout le monde. Et du coup, dans le cas d'une scientifique comme Marilène, en effet, tout l'enjeu et le défi, pour elle comme pour nous, est de avoir tout ce savoir immense. Vous citiez le cas de Néandertal de A à Z, c'est un dictionnaire sur Néandertal qui finalement synthétise toutes les connaissances actuelles à jour sur Néandertal, mais le rendre le plus accessible possible. Et le défi a été encore plus grand pour l'homme préhistorique est aussi une femme, puisque on touchait à des questions, pour le coup, qui n'étaient pas strictement celles de Néandertal, mais qui avaient des implications politiques, sociologiques, idéologiques. Parce que c'est aussi donc, évidemment comment est-ce qu'on le regarde aujourd'hui et comment est-ce qu'on comprend la société d'aujourd'hui, la société d'hier. Exactement. Et du coup, quand on touchait à ces aspects politiques et sociaux, il était vraiment important que toutes celles et ceux qui s'intéressent à ces sujets ne soient pas laissés sur le côté de la lecture parce qu'il y a un jargon scientifique, parce qu'il y a trop de notes qui finalement encombrent la lecture et même enlèvent le plaisir de la lecture. Et nous, tous les livres qu'on publie, il doit y avoir, on doit sortir de cette lecture enrichie, on comprend mieux le monde et en même temps, on doit avoir pris du plaisir. Moi, j'aime les livres. Alors, on édite ce qu'on aime d'abord. Surtout quand on édite peu de livres par an, il y a voilà, intérêt. Il vaut mieux, oui. Mais moi, j'aime les livres où j'ai appris quelque chose, je me sens plus intelligent, je me sens plus lucide, plus conscient. Et en même temps, un livre dans lequel j'ai pris du plaisir à être et à retourner, à le reprendre. Où il y a parfois il y a une sorte de coup d'entrée. Il y a des grands livres qui ont un coup d'entrée qui est important. Moi, j'aime bien les livres dont le coup d'entrée n'est pas trop important. Pour y rentrer plus facilement et plus largement. Voilà, on fait appel toujours à l'intelligence du lecteur, on fait appel, disons, à la meilleure part du lecteur. Pour autant, on ne lui demande pas un effort énorme. Et ça, en revanche, ça demande un travail énorme. Surtout voilà, quand une discipline sur la préhistoire, on a quand même, on peut avoir un jargon, on peut avoir des références qui sont anciennes. Là, ce fut un vrai défi. Certes, donc vous êtes débarrassé d'une partie avec les notes, l'abondance de notes à la fin du livre, mais c'était un vrai défi parce qu'elle l'a dit sur le dictionnaire de Néandertal, c'était plus compliqué, et c'est aussi parce que vous avez accepté le dictionnaire que du coup,
c'est comme une évidence qu'elle publie ce second texte, mais le dictionnaire est quelque chose déjà de beaucoup plus hermétique. Le dictionnaire est plus ardu, vous avez raison. Donc la forme dictionnaire le rend un petit peu plus ludique, on va dire. Mais en effet, dans le dictionnaire, comme c'est la synthèse des connaissances actuelles, il était compliqué de vraiment avoir un texte qui se lise aussi facilement que l'homme préhistorique est aussi une femme. Donc il y a un effort plus important qui a été fait et par Marilène et par Melcy Ozana, qui a suivi ce texte, l'éditrice, qui a été de trouver un mouvement, presque de dramaturgie, dans le livre, que ça raconte une histoire, et en même temps qu'il y ait dans la forme une grande limpidité, une grande simplicité. Quand on est, comme Marilène, une scientifique, ayant l'habitude de donner des conférences, d'être dans des colloques, de publier des articles scientifiques, on voit, et d'ailleurs on trouve des tics de langage d'une forme de jargon scientifique. Il y a certains adjectifs, certaines façons de construire les phrases qui sont où tout de suite on identifie le chercheur. Et pour le lecteur, ça peut être un petit peu pesant. Rebutant, ouais. Et donc là, il n'était pas du tout question d'enlever du contenu. C'est pour ça, vous l'avez dit, qu'il y a énormément de notes à la fin. Alors. Je joue avec ça, parce que ce que j'ai fait remarquer. D'ailleurs, dans le livre, c'est 2/3 du livre qui est le texte, et le dernier tiers sont les notes. Vous avez raison. En fait, c'est vraiment, et Marilène a eu la clairvoyance et l'intelligence d'accepter ça, c'est que le pari était, mettons tout dans le livre, mais donnons à lire ce livre à ceux qui ne sont pas des spécialistes. Et donc, en effet, pas une obligation d'aller voir les notes de base. Non, c'est pas une obligation, c'est pour ça qu'elles sont à la fin. En revanche, tous les spécialistes peuvent savoir que toute assertion faite par Marilène est nourrie de beaucoup de références. C'est important sur un livre comme ça, qui est aussi un livre de combat. Enfin, c'est ce qu'elle dit, elle remet en question, elle interroge la discipline qui a invisibilisé les femmes. C'est aussi un livre engagé. Oui, mais c'est un livre de combat, mais pour que ce soit un combat, c'est un combat scientifique. C'est-à-dire que ce que dit finalement Marilène dans ce livre, elle dit, attention, on a projeté sur la préhistoire des préjugés qui appartiennent pas tant à la préhistoire qu'à ceux qui les ont projetés, et à l'époque où ils ont été projetés, en l'occurrence au 19e. Et moi, scientifique, je peux vous dire que il n'y a pas de preuve de ce qui a été projeté. Et ça, c'est fondamental, parce que tout l'édifice, on va dire, des sociétés patriarcales repose sur ce type de préjugés. Et donc là, c'est une scientifique qui dit « Attention, il n'y a pas de preuve de ça. Vous avez tous projeté la même chose, mais si on projette la chose inverse, il y aura autant de preuves ou aussi peu de preuves de l'autre côté. » Donc tout ça est d'abord idéologique. Donc c'est un livre d'abord de science, pas d'idéologie, mais qui dépoussière la science de l'idéologie. Et notamment de l'idéologie patriarcale et sexiste qui est celle qui a prévalu au moment de la création de la discipline de préhistoire. Je crois qu'on élargisse un peu, Guillaume Allary, l'interview, donc à l'ensemble de votre maison, mais toujours à partir du livre de Marilène Patoux-Mathis. Comment vous le situez par rapport à ce que vous publiez par ailleurs, qui est très varié? Il y a de la fiction, il y a de la non-fiction, il y a des livres pour la jeunesse, comme vient de le faire Mathieu Ricard, des livres scientifiques comme elle vient de le faire. Quelle cohérence, quelle familiarité vous le retrouvez à tous ces auteurs? Marilène Patoux-Mathis, elle s'y retrouvait en raison de l'éclectisme. Vous avez donné la réponse dans votre phrase, c'est le terme auteur. Il y a beaucoup de livres publiés, mais il y a peu d'auteurs. Un auteur, c'est quelqu'un qui dédie finalement sa vie à ce qu'il écrit, qui a un univers, qui a un savoir, comme je vous le disais tout à l'heure, et dont les livres vont rester. Ce qui relie tous les livres que nous publions, c'est qu'à chaque fois, il y a un vrai auteur. C'est d'ailleurs le slogan de votre maison, une maison d'auteurs. Maison d'auteurs. Ça paraît complètement, et pour ceux qui nous écoutent, ça paraît une banal, une évidence absolue. On se dit, évidemment, puisqu'il y a un livre, il y a bien un auteur. Non, c'est pas parce qu'un nom est mis au-dessus d'un livre que c'est un auteur au sens où on entend un auteur en littérature ou dans la non-fiction. Quelqu'un qui écrit un livre n'est pas forcément un auteur. Ça n'a rien d'ailleurs, c'est tout à fait une activité tout à fait louable. Il y a plus de 100 000 livres
publiés par an en France. 100 000 nouveautés. On oublie ce chiffre. Oui, parce qu'on reste sur les 600 et quelques de la rentrée littéraire. On parle des 600 et en effet de la rentrée littéraire, mais il y a 100 000 publications. Alors ça inclut tout. Mais vous imaginez bien qu'il n'y a pas 100 000 auteurs qui ont développé un univers, qui ont développé une technique narrative, qui ont développé un style, qui ont acquis un savoir au rythme de leur recherche. Il y en a en fait très peu des auteurs. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est les auteurs, c'est construire un catalogue de fonds. Et donc, pour ça, il faut avoir des auteurs. Et un auteur, ça se reconnaît par une chose, par le temps. Si vous reprenez 5 ans plus tard un livre, une fois le buzz passé, et que ce livre vous intéresse, il y a grande chance que ce soit un auteur. C'est pas paradoxal, Guillaume Allary, mais c'est peut-être presque contre-intuitif en partie ce que vous venez de dire, parce que on sait que les livres, leur durée de vie, elle peut être assez brève, qu'on en parle beaucoup au moment de la parution. Pourquoi est-ce que malgré tout vous faites le pari qu'il y ait ça, mais le pari aussi que ce soit des livres qui s'installent, qu'on puisse les retrouver des années plus tard et qu'ils soient toujours d'actualité, qu'ils nous parlent toujours? Moi, j'ai créé la maison il y a 7 ans aujourd'hui, après une vingtaine d'années à travailler dans des grands groupes d'édition. Et l'évolution de l'édition dans les grands groupes est la même que dans d'autres secteurs d'activité, qui est une accélération et une surproduction. Donc vous avez raison, un livre qui arrive en librairie, il reste de moins en moins longtemps. Parce qu'il y en a de plus en plus qui arrivent, donc il n'y a pas plus de place en librairie. Il n'y a pas de plus de place en librairie. Du coup, les éditeurs font moins qu'avant leur travail de sélection, de travail, d'affiner finalement ce qui est envoyé en librairie. Et du coup, moi j'ai vu, et j'en ai souffert, le nombre de livres qui étaient un peu massacrés ou mornés, parce que finalement on envoyait en fabrication des livres qui n'étaient pas finis, en fait, qui n'étaient pas édités, donc qui n'allaient pas plaire aux lecteurs autant qu'ils auraient pu plaire. Et donc c'est vraiment le modèle inverse, mais qui est finalement le modèle d'origine de l'édition que j'ai voulu remettre en place, qui est de publier peu, de sélectionner beaucoup, de travailler énormément sur chaque texte pour que les livres restent. Et on voit au final qu'un bon livre, il reste. Alors ça, c'est un des points communs à l'ensemble des livres que vous publiez, Guillaume Allary. Quel autre point commun vous pourriez trouver qui ferait que le livre de Marilène Patou-Matis, les bandes dessinées de Riyad Satouf dans lesquelles il se raconte, ou le livre Jeunesse de Mathieu Ricard que vous venez de publier, qu'est-ce qu'ils auraient de commun au-delà de ça? Est-ce qu'ils s'inscriraient dans une même pensée, dans un même style, dans une même ligne éditoriale? Oui, alors il y a des résonances très fortes entre les livres, malgré les personnalités très différentes des auteurs. Tous les livres prônent une forme d'humanisme, prônent un respect et de l'autre et de l'environnement. Donc il y a beaucoup de livres en effet qui ont une dimension écologique depuis le début. Il n'y a pas de livres qui sont sur le repli sur soi, l'identitarisme. Ce sont des livres qui font appel à quand même, j'estime, la meilleure partie de chacun, qui est d'essayer de comprendre au mieux les autres, de respecter au mieux les autres. Et les autres, c'est les autres humains qui nous entourent, c'est les animaux, puisque vous citez le livre de Mathieu Ricard. Surtout que Marilène Patou-Matis nous a raconté un précédent livre et qui résonnait avec celui de Mathieu Ricard, voilà. Et donc a trouvé vraiment un lien de parenté. Non, mais il y a des résonances très fortes entre les auteurs de ce point de vue-là et le respect de nos écosystèmes, de notre environnement, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas d'un côté nous et de l'autre côté notre environnement, c'est que nous sommes dans l'anthropocène, c'est-à-dire que l'environnement est directement maintenant impacté par l'activité humaine. Ce sont des personnalités aussi fortes, Riyad Satouf, Mathieu Ricard. Donc à chaque fois, chaque livre se travaille différemment en raison de l'auteur et aussi en raison du public auquel il va s'adresser. Riyad Satouf, on est là sur la bande dessinée, Mathieu Ricard ici sur un livre pour les jeunesses, Marilène Patou-Matis sur un livre sur l'histoire. Oui, chaque auteur est très différent, donc il y a des façons de travailler avec eux à chaque fois différentes. Et le point commun, c'est qu'à chaque fois, on doit trouver ensemble, l'auteur et l'éditeur, la façon d'arriver au meilleur texte auquel ce livre pouvait prétendre dans la phase dans laquelle est l'auteur. C'est assez compliqué à expliquer. Moi, je le vois presque physiquement quand un texte est en gestation, j'ai une première version, je vois où on peut aller. Et finalement, tant qu'on n'est pas arrivé à ce que je vois que l'auteur peut faire, je suis insatisfait. Donc je peux être un peu pénible avec les auteurs, mais au final, c'est pour le bien de tous. Et je crois qu'ils sont plutôt contents quand le livre arrive en librairie. Et eux-mêmes, surtout, en fait, eux-mêmes se rendent compte au final que leur livre
à gagner. Et quand leur livre a gagné, ils auront des meilleurs retours de lecteurs. Et ce qui compte, c'est ça. Et les premiers lecteurs sont les libraires. Et un livre, avant même, nous, on est déjà content quand on l'envoie en librairie. Quand on l'envoie en librairie, qu'on sait qu'on a un bon livre, la probabilité que des libraires assez vite le repèrent est forte. Et donc à ce moment-là, que des lecteurs le repèrent et qu'un bouche à oreille se mette en route est assez forte. Est-ce que ce sont des auteurs qui se lisent entre d'après ce que vous pouvez savoir? Est-ce que Slow Démocratie, L'homme préhistorique est aussi une femme, L'arabe du futur, est-ce que ce sont des livres qui circulent au sein des auteurs de votre maison d'édition? Oui, alors ils se lisent entre eux. Ce n'est pas organisé par moi. On ne fait pas de. Il n'y a pas d'obligation et un questionnaire à la fin. Il n'y a absolument aucune obligation. J'essaye même pas finalement de faire de. On le fait parfois, mais plutôt auteur par auteur, de faire des soirées où tout le monde se réunisse. Mais il y a une affinité intellectuelle et il y a une forme de. Il y a des affinités électives. Et en effet, comme tous ces livres raisonnent idéologiquement, mettent en œuvre les mêmes valeurs, défendent les mêmes valeurs, évidemment, il y a une proximité intellectuelle et idéologique entre les auteurs. Je reviens quand même sur ce que vous avez dit, Hugues Malary, parce que ça fait plusieurs fois que vous en parlez, des valeurs et certaines valeurs qui sont présentes dans les livres que vous éditez. Comment est-ce que vous concevez des textes qui pourraient arriver, qui ne correspondraient pas tout à fait, qui ne seraient pas forcément opposés à vos valeurs, mais qui pourraient les questionner autrement ou qui pourraient apporter autre chose? Alors ça, j'aime beaucoup. Des textes qui questionnent les valeurs que j'estime, mais comme les auteurs que je publie, être celles qui méritent d'être défendues, ça me plaît. Moi, j'ai une formation de philosophe. La question, le questionnement, la remise en cause est quelque chose qui me plaît énormément. Parce que le risque, c'est d'enfermer dans une bulle idéologique. Ah ben ça, c'est l'inverse absolu qui doit être fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune, justement, je ne mets pas du tout en valeur aucune dimension idéologique. Et tout livre qui questionne d'une bonne façon, tout livre qui me semble défendre les valeurs justement d'ouverture et d'esprit critique, parce que c'est ça en fait, les valeurs, c'est celles d'ouverture et d'esprit critique, ce sont des livres qui m'intéressent. Finalement, les livres qui ne m'intéressent pas sont ceux qui ne questionnent pas, qui refusent l'esprit critique, qui sont dans une forme de crispation identitaire en disant moi c'est moi et il faut défendre et s'arc-bouter sur ce qu'on pense être. Moi, ce n'est pas les choses qui m'intéressent le plus, ce n'est pas les livres qui me font le plus réfléchir. Je les lis parce que c'est intéressant de voir comment résonnent et fonctionnent ces gens-là, mais j'ai eu plusieurs fois le cas de livres qui sont arrivés, de gens qui avaient un lectorat, parce que ce sont des livres qui marchent, pour pas les nommer, c'est des livres pas d'Éric Zemmour, c'est des livres qui m'intéressent intellectuellement. Je me dis tiens, c'est intéressant de voir comment on peut pousser dans cette voie-là, mais ce sont des livres de certitude, de crispation identitaire, d'absence de remise en cause de son identité, de soi-même. Donc sont des livres plutôt qui me semblent porter les valeurs opposées à celles de la philosophie, de l'esprit critique, malgré le fait qu'ils s'en réclament. Et donc ces livres-là, ça m'est arrivé de les refuser quand ils m'ont été proposés, même si je savais qu'ils allaient bien se vendre. Un succès, ouais. Il y a un public pour ça. Et on espère que L'homme préhistorique est aussi une femme prendra cette direction des best-sellers. Il est signé par Marilène Patou-Matisse et donc vous le publiez aux éditions Alary Guillaume Malary. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. C'était un podcast de la librairie Le Fayère à Rennes réalisé par Arnaud Vasmer.